Corbière est sorti de son silence, enfin personne l'avait invité, médiatique. Non, il est allé dans un podcast, je sais pas c'est quoi d'ailleurs ce podcast? Les Indécis ça s'appelle. Espèce de Oui, truc je un peu connaissais pas. libéral genre. Oui, je crois que c'est un podcast socialiste, genre. Oh, Cotarac. Wesh. Ah, mais c'est même un podcast d'extrême droite, en fait. Cotarac, Laurence Rossignol, Julien Odoul. Audoul, Philippe Brun, Oh Charles-Henri là là Aloncle, là là. Samuel Lafont, Vincent Jeanbrun. Wesh, le Ah mec, il invite ouais! Odoul, Bon, il il fait avait 600 vues. Le bozo. après il fait juste pas de vues, il y a que Corbière où ça fait des vues parce que Mais il a fait un peu de vues avec Raphaël Arnaud. oui, il a fait 2000 vues avec Raphaël Arnaud. Brossac. OK, donc c'est un truc en mode ça invite un peu tout le monde. Il y a Bilongo, il y a Arnaud, il y a Dufour, il y a Rousseau. Il y a quand même des gens de gauche qui sont invités, mais c'est un peu un truc en mode j'interviewe tout le monde et je me lance dans le podcast politique pour faire des vues pour la présidentielle, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu Non, ça. mais du coup, on sait pas ce qu'il pense, ce mec. Ouais. J'aime pas ça. Moi non plus. Ah, il est indécis. Il est ni de droite ni de gauche. Il est C'est un neutre. confus. Oui, bien sûr que c'est un confus. Évidemment que c'est un Pourquoi les députés vont vers ces gens-là? C'est inexplicable. Ça se trouve, il doit être pote avec quelqu'un ou je sais pas. Ouais, peut-être qu'il a taffé dans le truc. Aucune idée. Cataract, c'est un mec qui était à la FIC à Nacha-Voeren. Ouais, Cotarac, ouais, c'est ça. Non, il était pas à la file, il était au parti de gauche. Quel enfer sur Terre, le parti de gauche. Hein. Non, mais en plus, c'était vraiment pendant la campagne, au début de la campagne des européennes. Genre, il s'est nachave. D'un coup, il a tout de suite annoncé son ralliement au RN, comme as. Genre, c'était le même moment où Kuzmanovic s'est barré. Oui, la ligne Bono. Qui est Oui, pas oui, la ligne oui, Bono. c'est ça. Cassandre qui défend l'image de LFI. Bah, de fait, l'imposition de la ligne de la France insoumise, et notamment la liquidation un petit peu du système du parti de gauche, c'est-à-dire du système de parti un peu classique, avec ses cadres traditionnels, etc., les Kuzmanovic, même Simonet, etc., hein. Même d'une certaine façon, Corbière, si on va par là. Hein. Coquerel, j'ai dit Corbière. Coquerel, pardon. Genre, il y a eu vraiment une lutte politique quand la France Insoumise s'est créée, où à un moment, le parti de gauche se pensait qu'il allait devenir la pépinière à cadre pour la France Insoumise et que la France Insoumise serait un petit peu le mouvement de masse et que le parti de gauche garderait le contrôle sur l'appareil insoumis. Et il y a un moment où Mélenchon est venu les voir en mode non, vous serez au service de la France Insoumise, mais vous n'en serez pas l'avant-garde. Et c'est à peu près à ce moment-là que les relations que le début vraiment de la guerre ouverte a été lancé, avec notamment Kuzmanovic qui a de plus en plus commencé à essayer de faire des pieds et des mains pour avoir une existence et pour imposer sa ligne et pour dire la ligne Bono, etc., etc. Ça a été vraiment sur le fond de quelle est la place du PG maintenant que la France Insoumise existe. Donc c'est pas pour rien, voilà, c'est pas par défense de la France Insoumise ou par haine du PG que je dis ça, mais c'est que ça a été un moment de lutte politique en soi, quoi. Genre, voilà. Et du coup, donc Alexis Corbière est allé sur ce au PG. Il y a Martine Bière quand même. Non mais bien sûr, mais en fait, il y a même des gens basés qui viennent du PG. Paul Vanier aussi qui était au parti de gauche, bien sûr. Paul Vanier qui faisait, je crois, un petit peu partie des gens qui avaient un peu le seum que le PG se fasse dépasser au début, hein, je pense. Je sais plus exactement, je sais plus un peu la méta. Il y avait Hélène Franco aussi, bien sûr. Hélène Franco, les gens qui sont partis vraiment dans des trucs vraiment islamophobes. Mais ça a été vraiment la rupture 2019, hein, pendant les européennes, donc 2018, et après post-européenne, avec notamment la marche contre l'islamophobie, où ça a été vraiment le grand départ des racistes, quoi, globalement. Chloé était au PG, oui, Chloé était au PG, mais Mathilde Panot aussi, Manuel Bompard aussi. Enfin voilà, c'est pas une question que si t'as été de près ou de loin en PG, t'es une mauvaise personne. C'est plutôt que les gens qui trahissent la France insoumise pour aller plus à droite, ou plus dans du racisme, ou plus dans etc., généralement viennent du PG. C'est-à-dire que la génération France insoumise est moins dans cette matrix. Même s'il y a des gens qui sont de la génération France insoumise qui sont dans cette matrix. Hein. Mais encore heureux, mais jamais je m'approche de ce parti avec un bâton. Mais vous rigolez ou quoi? Non mais il y a des gens bien, arrête. Il y a des gens dans le chat qui ont leur carte au PG. Voilà. Cassandre, non mais attends. On t'a empêché d'aller au PG, on t'a sauvé. Enfin, je veux dire. Bien sûr, non mais attends. Déjà, moi on m'a dit, prends surtout pas ta carte au PG, t'as rien à faire là-dedans. Quand j'ai commencé à militer et que j'ai commencé à rencontrer les camarades, les seuls avec qui je m'engueulais sur les questions sociétales, c'était que des gens du PG, donc il en fallait pas plus pour me dégoûter. Hein. Même si j'ai été formé sur les questions LGBT politiquement, j'ai été formé par les gens qui étaient la commission LGBT du PG aussi, tu vois. Genre, je reconnais aussi que. Oui, mais c'est les premiers à t'avoir. Oui, mais c'est rien d'aller dans ce parti de merde. Arrête, stop. Oui, je vais dire les termes, c'est bon. Donc bref, tout ça pour dire que du coup, Alexis Corbière est allé dans ce podcast et il est revenu pendant quelques minutes sur la fameuse purge, sur le fait que ça fait dégager de la France insoumise. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'il en raconte. Tellement bozo de ne plus exister que par ce truc-là, quoi. Bien ta sûr. vie, c'est pas j'ai été purgé. C'est même en termes de moi, si j'étais quelqu'un qui était en conseil d'image, je serais en mode mais arrête parce que tu deviens juste le bozo qui t'est fait purger, quoi. Non mais surtout qu'en ce moment on voit, comme t'avais souligné toi-même, hein, Raquel Garrido qui commence à être en mode pourquoi on n'a pas été invité au meeting de Saint-Denis
pourquoi vous faites votre campagne sans nous? Vous avez besoin de nous. On a, comment elle s'appelle, Clémentine Autain, qui réfléchit à revenir à la France Insoumise ou à soutenir ou je sais pas quoi. Enfin bref, on sait qu'en ce moment, globalement, les gens qui se sont barrés en pensant parier sur la dissolution de la France Insoumise dans l'Union de la gauche sont tous en train d'être indécis, pour reprendre le nom du podcast, sur s'ils ont fait le bon choix ou pas. Donc voilà, moi je suis curieux de voir ce qu'il en dit maintenant, après avoir eu le temps de la réflexion. La dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez à France Insoumise. Ouais. Vous êtes quand même vous étiez un visage très connu auprès de Jean-Luc Mélenchon. Hier, moi, j'étais au meeting à Saint-Denis. Et c'est vrai que c'était le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, hein, à l'ancienne, quand il faisait des débats à la télé, il représentait Mélenchon, je me rappelle, enfin voilà, en 2014. À l'époque où Mélenchon insultait les femmes voilées toutes les 3 phrases. Non, j'en rajoute un peu. Non, c'était après. Enfin, il était pas encore porte-parole. Il est devenu porte-parole à partir de la présidentielle de 2012, il me semble. Oui, bah, c'est ce que je dis. Non, non. Jusqu'en 2017, Cassandre. Alors, attends, oui, mais le pire qu'il disait, c'était en 2010. Ah oui. Oui, de 2010 à 2017, ça a été une lente déradicalisation de c'est ça. Mélenchon. Je suis d'accord. Ça. Ça, je suis Je dirais d'accord, oui. 2010-2013, C'est il le les pic. insultait vraiment, c'était le pic. islamophobe, 2013-2017, c'est plutôt en mode « Oh, je vous comprends pas », c'est plus en mode « Je vais emmerder les meufs Oui, voilées un en peu leur gna, demandant gna, pourquoi... » un peu grognon. Oui, c'était un peu grognon. En fait, il est passé de islamophobe à islamo-grognon. Et après, il est devenu woke. Après 2017 à 2019-2020, c'était en mode oui, quand même, c'est vrai qu'il y a des problèmes de racisme spécifiques, même si je ne comprends pas. Et puis après, c'est devenu le GOAT de ah, c'est vrai que ma grand-mère aussi, elle portait un foulard, après tout. C'est vrai que je suis un maghrébin européen. Et voilà, c'est ça. Mais bref, du coup, donc, oui, donc c'est vrai qu'il est porte-parole de Mélenchon depuis des années. Moi, je trouve qu'en fait, ça alourdit son dossier plus qu'autre chose. Qu'un mec qui est autant suivi Mélenchon ne soit jamais vraiment Exactement. devenu quelqu'un que- d'important politiquement, n'ait jamais Surtout- vraiment travaillé, quoi. Surtout la Zumba de Mélenchon, il prend, il jette, alors que c'est presque parfois une épine dans le pied de Mélenchon, sa Oui. fidélité Bien sûr. dégénérée. C'est à plutôt que Mélenchon est quiconque a resté été fidèle à- trop longtemps à celui-là, quoi. Bah, en fait, c'est ça. C'est que pour moi, pour te faire next par Mélenchon, ça veut dire que t'as vraiment fait de l'AD. Parce que on sait à quel point il ne next pas des gens qui sont complètement golemons, quoi. Oui. Tu vois, donc voilà, quoi. Genre, c'est. Bah, quand même, Kuzmanovic. Pour moi, c'est ça le vrai red flag, c'est que ça veut dire qu'il a forcé, quoi. Mais surtout, il a fait le crime à la fille le crime fatal, monumental, le crime qui t'amène à la purge et à la peine de mort à la fille, être un feignant qui veut pas travailler. Genre, c'est Oui. ça aussi, c'est que la vérité, il y a bien un truc qui va énerver tous les insoumis, c'est de se toucher la bite et de rien branler. Oui. Ce qui peut paraître être un peu un scandale, hein, mais je peux vous dire que tous les gens un peu purgés, un peu mal défendus, un peu machin, c'est parce que personne n'a voulu aller pour eux parce qu'ils branlaient rien et que c'était des feignants. Il y a, C'est vrai, vous êtes vraiment des staccanovistes méritocrates. Il y a c'est une dinguerie. deux C'est le plus consignes. gros truc de droite, c'est ça. il y a 2 consignes qui ont été données aux députés en 2022. Travaillez à vous faire aimer et ne tapez pas sur les camarades. Corbière a violé ces 2 consignes. Genre, il a pas travaillé, encore moins à se faire aimer, et il a tapé sur les camarades publiquement. Et oui, bavez pas aux journalistes, bah c'est sous-entendu, parlez pas aux camarades, tapez pas sur les camarades, c'est bavez pas aux journalistes, oui, c'est ça. Surtout, attends, je rappelle la timeline. Garrido, elle a passé 6 mois à baver dans la presse sans se faire sauter. Oui, avant le 7 octobre. Ça, c'était un truc, c'était depuis. En gros, à partir du moment où ils ont pas eu leur petite place de choix dans l'organigramme de la FIS qui aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, c'est au début quand ils ont commencé à dire qu'ils étaient purgés. Un rappel que c'est quand la FI a dévoilé son nouvel organigramme où il y avait beaucoup plus de pôles qui ont été créés pour accommoder le fait qu'il y a beaucoup plus de députés après 2022, hein, qui fait toujours à parité entre députés et militants non élus ou alors élus locaux, etc., etc. Et Corbière et Garrido qui ont commencé à hurler en mode mais pourquoi on n'est pas dans l'organigramme? On a été purgés de la direction de la France Insoumise alors qu'ils n'ont jamais eu de poste de direction à la France Insoumise. Hein. Ils étaient orateurs nationaux, ce qui est très très bien. Un orateur national, c'est un porte-parole, mais ils n'ont jamais été dirigeants de quoi que ce soit. Et c'est le premier truc où ils ont dit qu'ils ont été purgés. Et c'est le début de leur véritable sécession. C'est quand ils n'ont pas eu le poste héréditaire qui pensait leur revenir de droit parce qu'ils avaient suivi comme des bons Et là, toutous à Garrido, Mélenchon. elle a commencé à parler dans la presse et dès Oui. que Nils Wilke sortait un truc que tout le monde était en mode mais comment il sait et que je toussais Garrido dans le micro. Et après Cassandre m'engueulait. Je crois à l'époque, fallait pas dire qu'on savait. je savais pas, je faisais Garrido. Oui, t'avais un éternuement. Mais bref, donc, il a quand même mis 1 an à créer son truc, même les petits dîners avec Olivier Legrain, les trucs comme ça, à se rapprocher un peu trop des gens, à trop baver dans la presse, à être un peu trop en mode à rien foutre et à passer sa vie à comploter, quoi. 7 octobre, ça a été encore pire parce que du coup, ils ont commencé à dire non, quand même, il faut condamner le Hamas, je ne suis pas d'accord avec Daniel Obono, etc. Donc là, ça a été encore pire
pire, ça a été encore plus flagrant. Et puis après, jusqu'à les européennes, où on apprend avec la dissolution qu'ils ont déjà créé leur mouvement qui s'appelle l'Après et qu'ils avaient déjà déposé leur fameux site internet avant la fin de la campagne électorale. Donc bon, t'étais un peu en mode bon, vous êtes autopurgé quoi. Ça reste à voir qu'il foutait rien. C'est juste vous qui le dites. Ah non, ils foutaient rien. Sinon, pourquoi il serait proche de Mélenchon? Ah non, ils foutaient vraiment rien. Pour avoir discuté à l'époque avec beaucoup de gens qui travaillaient au Parlement, notamment qui avaient des députés un peu plus stakhanovistes, on va dire, et qui étaient en mode putain, on fait tout, les Des fois, autres. c'est un problème. Et Oui, des parfois fois, c'est un non, problème. mais Non, bien sûr. parce que le problème, c'est que je comprends que vous aimiez pas les branleurs qui branlent rien, sauf pour faire les Oui, trucs où il faut passer à la mais il y a un télé. problème de Et le surtravail côté aussi, ça c'est clair. stakhanoviste, Oui, des oui, fois bien sûr. aussi, ça peut avoir des défauts aussi. Mais Ah, vas-y. même en termes d'emploi, tu vois. Enfin, voilà. Mais bref, donc non, je vous assure qu'ils en foutaient pas une. Surtout, ils en foutaient pas une. Je pense que le vrai bail, c'est que t'en fous pas une, et après, tu prends le seum de pas être question au gouvernement, de pas être envoyé sur les plateaux télé, de Bah, plus avoir la place que t'as fait avant. Alors que tu vois ce que je veux dire. tu te rappelles, c'était le Je- moment où Garrido avait été suspendu et qu'elle avait dit j'ai la même peine que pour Quatennens alors que je n'ai pas frappé que dalle. Quand elle a fait sa fameuse suspension de 4 mois, là, qu'elle a été suspendue du groupe parlementaire, je crois que c'était justement Ouais. suite à ses déclarations médiatiques et le fait qu'elle crachait publiquement dans la presse contre la France Insoumise et sa position sur la Palestine. Euh, déjà, bon. Elle s'est faite suspendre 4 mois, elle s'est pas faite suspendre du groupe parlementaire. Elle s'est faite juste interdire de prise de parole en public. Donc en gros, c'est-à-dire quand tu vas expliquer le vote au perchoir ou quand tu fais une question au gouvernement. Pendant 4 mois, pas de question au gouvernement pour Raquel Garrido. Elle avait aucune question au gouvernement de prévue. Elle a jamais défendu la moindre loi au perchoir, mais elle a quand même pris le seum et elle a dit quand même qu'elle s'était faite purger du groupe parlementaire alors que c'était juste en mode vas-y pendant 4 mois. Vu que publiquement tu ne nous représentes pas, tu ne nous représenteras pas non plus publiquement à l'Assemblée nationale. Tu restes dans le groupe, tu continues de travailler avec nous, mais juste, tu ne portes plus la parole parce qu'il y a une rupture de confiance. Et donc, pour elle, c'était déjà une purge. En fait, dans leur tête, ils se sont fait purger 3 fois. Donc, bon, franchement. Ah oui, non, c'est ça. Oui, la durée de 4 mois, c'était précisément pour les faire sauter une question. Oui, je crois que c'était ça. Oui, c'était en mode, vu qu'elle avait une question au gouvernement, mais qui était prévue dans longtemps, on faisait 4 mois, comme ça, on était sûr que sa question allait sauter, un truc comme ça. Oui, Non, oui, mais ça devait être ça. pour revenir à la vérité, tu as quelqu'un de ton parti qui balance des discussions dans les réunions privées stratégiques qu'il y a entre cadres. Genre, littéralement, je vais vous donner l'exemple d'une réunion, je vais pas vous dire c'était sur quoi. La réunion n'était même pas finie, que Niels Wilke avait déjà tweeté dessus. En fait, ça, les gens, dans n'importe quel parti de gauche, avec une formation un peu sérieuse, tu sautes instant. Genre, c'est instantané. Genre, à un moment donné, t'es un parti d'opposition qui est dans une stratégie de conquête du pouvoir. Quelqu'un qui balance à la presse que tu te racontes en scred, ce n'est pas possible. Vraiment, genre. Surtout sur un truc sur lequel la France Insoumise est très scrutée, sur lequel les médias sont sur les dents pour pouvoir attaquer la FI. Genre, Je pense qu'à la FI, tu prends moins cher à peut-être dire un peu des trucs en dehors de la ligne en public, genre un peu plus à gauche ou quoi, que de balancer aux journalistes. Genre, tu vois, pour moi, tu sais, par exemple, Alma, quand elle prend, tu sais, genre, je crois que c'était sur Le Voile où elle avait dit à titre personnel, je suis contre la voix de 2004, mais le parti, c'est plus compliqué. C'était à Sud Radio. Jamais personne va casser les couilles à Alma pour ça. Et c'est très bien, tu vois. Mais par contre, si Alma balance des infos secrètes à la presse, bah oui. Mais bref, donc voilà, donc dans leur tête, ils se sont fait purger déjà 3 fois. Et voilà, bon, moi, je vais pas revenir là-dessus. J'avais fait une très très longue vidéo là-dessus au moment de la fameuse purge. Où je disais un peu toutes les infos que je pouvais pas dire depuis un an. Enfin, vous l'avez quitté ou vous vous a demandé de partir? Non, mais j'en ai été exclu. Alors là-dessus, il y a déjà une explication. Et s'il y a des insoumis qui vous regardent, parce que coucou, c'est nous les insoumis qui regardent. J'en ai été exclu, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle exclu? C'est-à-dire que... Vous avez subi une purge en quelque sorte. C'est-à-dire que on a essayé à partir de 2022 de mener une discussion au sein de la France Insoumise sur des questions stratégiques. Déjà, c'est honnête de sa part de faire remonter le truc à 2022. Parce que c'est vrai que c'est dès l'hiver 2022 qu'il a commencé à se plaindre qu'il se faisait purger et qu'il n'était pas dirigeant de quoi que ce soit. Donc c'est vrai. Oui, et les dissensions stratégiques, c'est on n'a pas de poste dans les cadres. Rappel, quand même. Et est-ce que eux, dès 2022, est-ce que c'est vrai qu'ils cassaient les couilles de tout le monde avec l'unité de la gauche? Ou ça, c'est une Zumba? Parce que moi, on m'a raconté, je dirais pas qui, de la France Insoumise, qui m'a raconté des trucs de discussion de colère noire de Corbière et Garrido sur le concept de racisme d'État, ce genre de trucs. Et j'ai l'impression qu'il y avait un gros clash à l'intérieur des cadres qui étaient pour une ligne antiraciste et les autres qui étaient très la République une et indivisible, on n'aime pas les racistes, mais tu peux pas dire que l'État est raciste, vive la République, Robespierre, Jaurès, quoi. L'union de la gauche n'a aucun sens si t'as pas de programme à l'intérieur. Et donc forcément, s'ils ont une
opposition sur l'union de la gauche, alors que techniquement, ils étaient unis. Il y avait la NUPES, qu'ils réclamaient à corps et à cri à ELV de faire une liste commune aux européennes, etc. Enfin, la question de l'union était relativement actée stratégiquement. Vraiment, le moment où la France Insoumise a rompu avec l'union, ça a été après les européens. Enfin, il y a eu le NFP après, mais le NFP, c'était défensif. Mais globalement, je pense que ce qui s'est passé aux européennes et ensuite aux législatives a achevé de convaincre, je pense, et je pense après, il a fallu un petit peu du temps pour décanter, mais a achevé de convaincre au moins Mélenchon que peut-être que l'union était peut-être une chimère contre-productive. Mais à cette période-là, LFI était très unioniste. LFI proposait une tête de liste à ELV. Bien sûr, pour les européennes, LFI a proposé la tête de liste à ELV et de faire une liste commune en 50-50. Les gens, la FIS et Gauthe ont dit les élections européennes, élections de petits bourgeois dégénérés, européistes, obsédés par l'Europe. On s'en branle, on file la tête de liste à ELV et on fait une liste un peu stylée pour aller prendre des voix et baiser le PS avec eux. Ils n'ont pas voulu suivre parce que ces bozos de ELV ont cru qu'ils allaient être les Gauthes de la gauche parce que ça leur était déjà arrivé de faire des très beaux scores par rapport aux autres, aux européennes. Il s'est passé quoi? Ils ont été les grands derniers, ils se sont fait siphonner par Glucksmann. Allez. Alors, Boubouille à Cachotte, on a failli faire la boutithérapie à la place de Rima Hassan. Non, ça aurait été la France Insoumise qui aurait dirigé la campagne. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ils auraient eu leur poste, mais c'est nous qu'on décide comment on fait les meetings. Genre... Ils prenaient pas la fille pour des Ça, cons. c'est non négociable. Mais bref, donc, à cette période-là, sachant que la France Insoumise est unioniste et fait tout pour garder l'union, etc. Il y a un premier revers au sénatorial, etc. Mais globalement, la France Insoumise est sur une ligne unioniste. La seule possibilité pour Corbière et Garrido d'être plus unionistes que la FI, c'est d'accepter de faire des compromis sur le fond. C'est la seule possibilité à cette période-là d'essayer d'amadouer le PCF et le PS, notamment sur la question de l'union. C'est de dire, vous inquiétez pas, on va se calmer, on va être moins radicaux. Et notamment, je pense, la question antiraciste comptait déjà beaucoup à cette période-là. Donc, je veux pas dire que c'était pas la seule dissension, mais elle en faisait partie. C'était pas la seule. C'était pas la seule, mais tu peux pas juste dire on était pour l'union, on était seul contre tous. C'était que t'étais prêt à négocier plus de trucs pour l'union et à plus mutiler la France Insoumise de sa base programmatique que ne l'était le reste du parti. Et ça, c'était le truc stratégique non négociable. On avait fait après 2022. Après 2022, c'est la deuxième fois que Marine Le Pen était au second tour. Jean-Luc Mélenchon n'avait pas réussi à accéder au second tour, mais 2 fois que l'extrême droite était au second tour et l'extrême droite progressait. Et on a considéré qu'il y avait un tournant stratégique à faire qui faisait que nous avons été partie prenante de ce qu'on appelait à l'époque la NUPES. C'était pas encore le nouveau Front populaire. Mais quand même, c'est étonnant que quelqu'un qui considère qu'il faut se calmer sur le racisme soit aussi désemparé face à la montée de l'extrême droite. C'est la troisième fois, by the way, ils zappent 2002. Oui, alors déjà, ils zappent 2002, mais surtout, oui, Marine Le Pen, c'est la deuxième fois qu'elle est au pouvoir, elle est là pour rester. Le fascisme est à nos portes. Donc c'est pas juste une question de il faut additionner nos voix. Un accord, en fait, avec les socialistes, communistes, écologistes, etc., qui avait été bénéfique parce qu'on avait fait augmenter très significativement le nombre de députés et on avait permis pour la première fois que le président de la République élu, Emmanuel Macron, soit minoritaire sitôt son élection au sein de l'Assemblée. En tout cas, pas de majorité absolue. Voilà. Donc cette stratégie, j'étais pour la continuer. Alors il y avait des gens hostiles à la continuer. Au sein du Parti Socialiste, l'aile droite du Parti Socialiste disait il ne faut pas continuer. Mais au sein du Parti Communiste, Fabien Roussel, qui dès septembre 2022 dit il faut tourner la page de la NUPES, qui dès septembre 2022 refuse toute alliance au sénatorial, et après fait ouin parce que du coup on a présenté des gens contre eux, et ils ont dit du coup à cause de vous, cette candidate racisée de l'Essonne n'a pas pu être élue. Bah oui, vous avez qu'à faire l'union. Non, c'est que l'aile droite du PS. Oui, bien sûr. Le désaccord, c'est que j'ai senti aussi de la part de la France Insoumise qu'il y avait une volonté de dire on va pas se laisser enfermer dans ce cadre, parce que si ce cadre existe, il faudra avoir une discussion sur qui est celui ou celle qui porte nos couleurs à l'élection présidentielle. Et donc ça a amené à ce que les uns et les autres, je dis bien les uns et les autres, multiplier les tensions pour que ça éclate. Et moi, j'étais pas d'accord. En 2024, quand il y a la dissolution... Ça, c'est marrant qu'il fasse un gap entre 2022. Donc les uns et les autres ont multiplié les tensions pour détruire. Donc il est en mode la France Insoumise a été aussi responsable de l'éclatement de la NUPES que les autres. C'est intéressant comme point de vue. C'est quoi les provocations qu'on a multipliées à la France Insoumise? C'est mettre Rima Hassan parce que les écolos voulaient pas de notre tête de liste. Et encore une fois, la tête de liste était Manon Aubry au final. Donc quoi les provocations exactement? Provocation, ça a été de présenter des candidats au sénatorial. Présenter des candidats au sénatorial, en fait c'est pas parce que les gens veulent pas faire l'union qu'on va s'interdire de se présenter du coup. Ah oui, et puis il y a eu des gens. Après, je pense que ça a élevé le fait que vous ayez fait perdre des sièges à une voix à des gens de ELV au sénatorial, alors du coup vous avez baisé 10 ans de 8 000 € de salaire, je pense qu'ils l'ont encore au travers de la gorge. Oups, ah zut, ah mince, pardon. Ah j'ai trébuché, je me suis présenté au sénatorial. Ah tant pis. Ah, il vous a manqué une voix, c'est dommage. Je ne boude pas mon plaisir. Ah ouais, pareil. Je réunis les gens de chez moi, Montreuil et Bagnolet, militants sont pour que je sois candidat, et je découvre sans même que j'ai un coup de fil, je me rappelle de ça, que je ne serai pas reconduit. Ouais. Donc les pervers
je vais le dire comme ça, de certains de l'appareil insoumis disent que tu n'as pas été exclu, tu n'as juste pas été reconduit. C'est ce qu'ils disent Voilà, aujourd'hui. donc j'aimerais qu'on ne me prenne pas pour un con, il n'y a pas écrit gogo. Oui, un appareil qui s'autorise, sans même consulter les militants, de débarquer, je ne sais plus combien il était, 6 ou 8 députés, juste, j'en tire pas à titre de gloire, j'étais juste aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis 20 ans. Il veut parler de la consultation des militants pour Bagnolet avec Raquel Garrido ou pas? Sa candidature, les militants, ils ont pas été consultés, ils voulaient pas d'elle. Aïe, 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 aïe. C'est marrant qu'il reste quand même là-dessus, c'est vraiment en mode oui, nous avons été victimes d'un truc odieux, atroce contre nous, qui fasse un gap entre 2022 et 2024. Genre, il s'est rien passé, il s'est rien passé entre les deux, ils ne nous ont rien reproché d'autre. On aurait pu juste me passer un coup de fil pour me dire t'es un pourri, mais on va t'expliquer pourquoi. M'expliquer que ce que j'aurais fait, c'est parce que j'aurais discuté avec des gens, oui, qui composaient la NUPES pour que la NUPES se maintienne. Oui, c'est une banalité. J'informe les naïfs que tout le monde parle, hein, y compris. Je n'ai fait que discuter avec des gens qui composaient la Oh là NUPES. là, la Zumba, la Zumba. Je n'ai fait que déposer les statuts d'un nouveau micro-parti. Non, mais là, c'est trop grave, la Zumba qui nous fait. C'est... Oh là 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 là. C'est une folie. Hein. Ils se foutent trop de la gueule des gens. Ils nous prennent trop pour des cons. Hein. Il n'y avait aucun complot de ma part, il y avait juste que je ne cessais de répéter au sein du groupe et publiquement, nous devons maintenir la ligne de l'unité, parce que si nous sommes divisés, nous risquons de perdre. Voilà ce que j'ai porté. Personne, tout le monde savait que je portais ça, on me le reprochait d'ailleurs, et là, on va me dégager, sans même m'expliquer, en me couvrant de calomnies. Ah, mais de fou, hein. Ouais, Ah oui. oui, bien sûr. Ah oui. Évidemment. Et il peut pas décontextualiser ça des moves de sa femme. En fait, désolé, mais moi je trouve que la grande hypocrisie, c'est un peu quand t'as misogyne quelqu'un. de renvoyer une femme à son mari rase. Ben oui, mais en fait, désolé, ils fonctionnent ensemble Oui. d'un commun d'accord au niveau de leur opinion et stratégie politique. Oui, ils sont ensemble dans leur tambouille, c'est un tandem. Ça Quoi. go balancer C'est un tout power aux couple. journalistes. Et, Oui. et lui et elle. Et en fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a le balance. Et surtout, au niveau des rapports humains, les deux s'étaient fait détester par absolument tout le monde à l'Assemblée. Tout le Ah monde oui. m'a raconté des histoires de eux qui disent des dingueries, qui sont hyper violents, qui sont égocentriques, qui humilient les gens, qui sont des menteurs. En fait, si l'intégralité des gens de la FI ont plus voulu leur parler et que tout le monde a été corda pour qu'ils se fassent sauter de cette manière-là, c'est pas pour s'amuser. En fait, on dirait qu'il y a un truc de ils sont deux immaculés et parfaits et t'as derrière 50 personnes qui sont tous des menteurs, des Oui. filous et des hypocrites. Oui, ça fait beaucoup, ouais. Vous avez jamais reparlé à Jean-Luc Mélenchon? Non. Vraiment jamais. Non, jamais. Ce qui, après, je veux dire, c'est quand même vertigineux. Ouais. Mais on en est là. Mais parce Surtout que quand moi... on connaît votre relation, on sait que vous étiez très très proches. Mais comme dirait l'autre, c'était Spinoza, ni rire ni pleurer, comprendre. Les affects, ils sont nombreux dans tout ça. Pas visiblement, il comprend toujours pas. La discussion que j'ai voulu porter au sein de la France Insoumise était celle du maintien de ce que je pouvais appeler une stratégie de front unique, d'unité de la gauche et des écologistes, parce que le moment politique dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2026 est un moment particulier, inédit de notre histoire politique, où l'extrême droite peut l'emporter par les urnes lors de la prochaine élection présidentielle. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que j'observe, quand j'ai été élu député, on vient d'en parler en 2017, ils étaient 6 députés, 8, mais c'est assez rapidement, 8 députés liés à Marine Le Pen. Ils étaient 8, rien, même pas capables de faire un groupe. Ils sont 85 en 2022, 150 aujourd'hui avec les ciotistes à l'Assemblée nationale. Là, on vient de parler des municipales. Ils ont gagné près de 70 villes aux élections municipales. Et ils sont réélus Là dans où les- ils ont des élus Voilà. sortants, ils font 63% au premier tour. Et du coup, comme l'extrême droite monte, il faut pas parler de racisme. Genre, c'est vraiment. Ça n'a aucun fucking sens. Hein. Donc, il y a, et non seulement il y a cette progression de l'extrême droite, Marine Le Pen a fait 13,5 millions de voix au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il y a aussi une porosité entre l'électorat de droite traditionnel et l'électorat d'extrême droite, je veux dire, qui peut voter l'un pour l'autre, et un rejet commun, bien souvent, une alliance contre la gauche. Alors, à partir de quelle stratégie on doit bâtir? Non pas de ramollir notre programme, mais peut-être de créer les conditions qu'on ne soit pas si répulsif sur certains secteurs, Mais on va pas ramollir le programme, mais faire en sorte d'être moins répulsif en ramollissant un peu le programme. En fait, j'ai envie surtout que le journaliste lui demande, donc, ok, je capte ce que tu veux dire, t'as raison. Est-ce que tu peux nous expliciter 3 exemples sur lesquels il faudrait revenir au niveau du programme, sur lequel on est trop obtus pour préserver nos relations Oui. avec les autres? Oui, genre comment est-ce qu'on peut se rendre plus audible? Comment ça veut dire quoi exactement, concrètement? Politiquement, qu'est-ce que Dis-nous. tu dois changer? Moi, je pense que ces gens-là, si tu posais la question, ils assumeraient pas et ils parleraient pas du programme, ils parleraient de l'attitude. Regarde
rappelle ce que Bah, Raoul rappel Ruffin avec nous avait Ruffin, dit. bah oui. Il avait dit le problème n'est pas du fond, le fond est totalement ok, c'est la forme. Et l'argument de Ruffin, c'était le fond était gagné. On avait obligé les socialistes à redevenir de gauche, mais comme on a été méchants, après ça nous a baisés. Alors que le court moment d'union de la gauche n'a été que des renoncements programmatiques Oui. de la part du PS, du PC et de LV. Et n'a été qu'un ils n'ont gigantesque pas voulu barrage porter de leur la couille. NUPES contre la France insoumise sur Bah toutes oui, les c'est échéances ça, électorales. à un moment donné, tu fais avec, tu constatages. Ouais. Un peu centriste, aller chercher un électorat populaire abstentionniste, oui, mais aussi créer les conditions que, tel que c'était historiquement, c'est pour ça que je parle d'une période nouvelle, il y ait, en cas de confrontation vis-à-vis de l'extrême droite, le réflexe sain des démocrates de dire je préfère voter pour la gauche que pour l'extrême droite. Et ça, Ah, en fait, il faut qu'on bénéficie du barrage. Et du coup, comme ça, il faut se rendre gentil et respectable auprès des gens qui Pour les vont centristes, faire il a barrage. dit. Oui, c'est ça, c'est En pour les fait, là, pour les centristes. gens qui n'ont pas compris, il a dit oui, c'est bien, nous, on veut récupérer les abstentionnistes, mais pourquoi on n'est pas un peu gentil avec les centristes? Ouais, c'est... Et surtout, il ne voit pas, alors qu'il a défendu cette ligne-là, l'irréconciliabilité entre les conditions pour récupérer des abstentionnistes et les conditions pour récupérer des centristes. Oui. Si tu récupères les centristes, tu perds les abstentionnistes. Oui, c'est les centristes qui font sur les abstentionnistes. Et inversement, si tu récupères les abstentionnistes, tu perds les centristes. Il y a un moment donné où tu dois faire des choix politiques. Le barrage n'a jamais bénéficié à la gauche historiquement, ou je me trompe? Bah, je crois que le Si, parce que par exemple, moi, NFP, je pense que François c'était Hollande la a première profité fois. d'un barrage anti-Sarkozy, par exemple. Oui, mais par rapport à l'extrême droite. Ah oui, oui. Parce qu'à l'époque de PS-UMP, Hollande-Sarkozy, c'était l'alternance. C'était en mode, ah, on n'aime pas le gars précédent, on va voter pour l'autre. C'était pas une question de barrage ou de front républicain. Le dernier barrage qui a existé, c'était en 2002, c'était en faveur de Chirac. Donc en vrai, c'est vrai que au final, ils veulent que la gauche bénéficie d'un truc duquel elle n'a jamais bénéficié dans son histoire, quoi. Oui. Dans les élections locales ou législatives, oui, c'est vrai que dans les législatives et les élections locales, oui. En vrai, t'as raison. Mais c'est hyper intéressant parce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? non. Non, mais sûr, vous n'êtes pas Mais candidat. on peut être fortement utile à Non, l'élection mais la primaire, on présidentielle. va en parler de la primaire, potentiellement. On peut être fortement utile dans Vous ce voulez pas me débat. répondre? Ah non, mais Vous voulez pas me répondre? Il a dit non. Il a dit non. C'est voilà, il dit ah, j'ai mon utilité est ailleurs, je sais pas quoi et tout. Tu sais genre ouais, ok, d'accord. C'est pas forcément de la langue de bois. je ne suis pas candidat. Vous serez Mais pas ce que je veux candidat dire, d'une primaire. c'est qu'on peut être utile à tout ce débat sans être soi-même candidat. Je suis d'accord avec vous, Donc mais voilà. là, vous avez quand même l'air d'avoir des idées assez claires dans ce que vous nous Je suis dites. pas le seul. L'idée assez claire. Ah ouais, c'est vrai que c'est très très clair Oui, tout ce qu'il a très, raconté là. très clair. Ah ouais, c'est limpide comme de l'eau Jamais de roche, rien hein. vu d'aussi clair de toute ma vie, je pense. Ah ouais, hein. C'est même le ruisseau de montagne le plus cristallin n'est pas aussi clair que les positions politiques d'Alexis Corbière. C'est un peu la question qu'on se pose à gauche. Quand on regarde la proposition de la primaire, de la fin de la primaire, puis de la double primaire, bon bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que votre discours, il est simple, c'est de se dire il faut combattre l'extrême droite, si j'ai bien compris, avec tous les moyens possibles, en étant unis à gauche. Demain, pardon de vous poser la question, mais je suis obligé de vous la poser. Si Jean-Luc Mélenchon est celui qui est capable d'unir à gauche, il est quand même à gauche, Jean-Luc Mélenchon, Bien sûr, vous irez voter pour lui? bien sûr. Mais si c'est demain le vote de Jean-Luc Mélenchon qui empêche la victoire de l'extrême droite, je serai le premier à aller voter pour lui et à appeler à voter pour lui. Mais il faut un Alors, premier attends. tour, Non, mais puis un deuxième maintenant, tour. voilà. Ah donc là c'est le mais. Oui, mais j'aimerais quand même participer au fait qu'il soit pas au second tour si possible. Je pense que malgré tout, là, le paysage tel qu'il est présenté en juin et ce qui va avoir lieu vers décembre-janvier ne sera pas le même. Il y a plein d'inconnus. Est-ce que vraiment Raphaël Glucksmann sera candidat? Honnêtement, moi je pense qu'il y a des moments, c'est possible que ce personnage, par exemple, ne le soit pas. Est-ce que Vous c'est- pourriez être avec Raphaël est-ce- Glucksmann? Aujourd'hui, si vous deviez choisir une personnalité Alors, à si je gauche- réponds simplement à cette question, je suis pour un candidat qui est sur le périmètre programmatique de ce qu'était le nouveau Front populaire, et M. Glucksmann a la particularité d'être hostile au nouveau Front populaire. Ok. Putain, j'ai eu peur. J'étais en mode oula, Ah, je me ça suis commence dit, loin putain, il va sa citer réponse là. Glucksmann, je te jure que j'étais quand même étonné. Ouais, moi aussi j'étais en mode attends, il est quand même pas à ce point-là. Non, ça va. Ouais, j'étais en mode ah ouais frère, là tu vas loin quand même. D'accord? Donc je pense qu'il ne peut pas être ce candidat. Voilà, à l'instant. Si on est tout à fait Ou- exact, ou il je est pas. hostile au nouveau Front populaire avec la France insoumise intégrée dedans, étant donné qu'il n'y a plus la France insoumise. Oui, mais Non. Il est hostile même. Non, mais le La programme, formule il- de il- Ruffin oui, à c'est ça. Glucksmann, même ça l'énerve. Hein. Pour lui, Ruffin, c'est trop à Oui, gauche. c'est ça. Non, lui, il veut que le PS et le centre. Lui, il veut récupérer les macronistes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'il commence déjà à faire. Il a Marisol Touraine, Sacha Ils sont Houlier. bien d'élus, voilà, hein. quoi. Ah ouais. c'est comme si tu disais, c'est pas qu'il est hostile au couscous poulet à condition qu'il n'y ait pas de poulet. Bah, il est pas pour. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on est dit, je suis pour le nouveau Front populaire sans la France insoumise. Mais la France insoumise s'est mis hors jeu. Non, et mais vous bon, aussi, vous êtes attends. hors jeu. Non, mais
La question, on pourrait revenir et faire une émission spéciale sur la responsabilité. Je suis d'accord. Pourquoi. Moi, je dis actuellement que je suis pour l'unité avec tout le monde, des insoumis jusqu'au Parti socialiste. Bon, après, là, ça passe à autre chose sur la gauche unie, etc. Bon, bref, est-ce que la gauche est unie, gna, gna, etc. En fait, ce qui est fascinant, c'est que Corbière, il se philochise. Oui, il n'arrive pas à se rendre compte que c'est le mec le plus à gauche de ses potes de droite, mais Oui. que ça fait quand même de lui un mec de droite. Et surtout que c'est vraiment le mec qui a plus aucun clout, plus aucune existence politique, mais qui n'existe que pour dire il faut faire l'union. Et C'est ça. Et quelles que que soient ses les potes positions. Voilà. avec qui il fait le bénévole de l'union, personne ne le respecte. Oui, Et tout le monde pense que c'est un peu un bozo. oui, qui fait le bénévole de C'est l'union ça, pour les gens qui ça, n'ont c'est qu'une la envie, c'est de la détruire. mini-empathie. C'est ça, la mini-empathie que j'ai pour lui, elle est là. Ouais. C'est qu'il se rend pas compte qu'il se fait ridiculiser. Hein. Ouais. Genre, tu sais, il y a un truc un peu de dignité, quoi. Contrairement à Philo, je suis convaincu que lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Bah, en fait, tout son revirement politique pose des questions vraiment Oui, ça, c'est vrai. importantes sur ce en quoi il croit, quoi. Au Parce moins, qu'il a Philoche, écrit... il est resté au PS. Hein. Ça, c'est Ouais, vrai. Hein. bah après... Après, jusqu'à s'en faire exclure comme un bozo. Oui, aussi, sans doute. Mais genre, je sais pas, Corbière à l'époque, qui avait écrit un bouquin sur le piège des primaires, qui faisait partie des gens à la fin du front de gauche qui disait que la formule du front de gauche c'était plus possible, il fallait passer à la forme mouvement, qui a bien répété les éléments de langage de la France insoumise, et maintenant qui a l'air de dire un petit peu tout l'inverse, et en même temps qui dit faut pas faire de concessions sur le fond, mais en vrai faut se rendre un petit peu plus sensible à ceux qui sont au centre, alors que c'était un des premiers à dire qu'on gagne pas les élections au centre. Ça pose vraiment des questions de sincérité dans tout son parcours, mais j'ai du mal en fait à attribuer à ses positions passées une insincérité. Parce qu'en vrai, tu quittes pas le PS avec Jean-Luc Mélenchon si tout ce que tu fais c'est suivre le sens du vent, tu vois. Genre il y a quand même, à des moments de son existence politique où il a quand même posé des trucs qui étaient impopulaires et solitaires. Moi je pense que c'est, enfin, en fait, faut pas sous-estimer le fait qu'il est pas corda avec la rupture idéologique, avec le laïcisme républicain. Oui, Je ça veux oui. dire, c'était quand même l'un des grands porteurs de cette ligne. Laïcité, république, machin, république une et indivisible. L'école républicaine. Genre, lui, c'était son truc au sein de la FI, c'était d'être ce gars qui était comme ça, et il est pas corda en fait. Oui, son vrai remplaçant, c'est Léaumont en vrai de vrai. En Bah termes oui, de, ça. parce que c'est Léaumont qui a Bah vraiment oui. investi le champ Révolution française, mais en l'ajoutant et en l'updatant avec la conscience antiraciste. Donc, ça. ouais, de fou, c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, je pense que le changement d'orientation, il est simple, moins 7K sur le compte en banque. Bah, il y a ça aussi. Moi, j'ai tendance à dire que, en effet, je suis d'accord avec Ras qu'il n'y a pas vraiment eu de changement d'orientation parce que il représentait quand même une ligne républicaine, laïque, pas pour autant printemps républicain, mais quand même matrixé, enfin en tout cas gêné par l'antiracisme et gêné parce que ça fait de la vision républicaine. Mais je pense que toute sa zumba sur l'union, je pense que c'est à ça qu'il croit pas. Que en fait ça devient une conviction politique de circonstance et de tactique plutôt qu'une conviction profonde. En fait, ça devient la conviction politique qui lui permet de continuer d'exister politiquement et pas vraiment un truc. Je sais pas, Ouais, peut-être. Ou alors peut-être que quand il a suivi Mélenchon, il était vraiment inconscient, tu vois. C'est une consistance et de la visibilité. Ouais. Hein. Ça veut pas dire que c'est un bon gars, hein. Ça reste un mec qui a du mal avec l'antiracisme, quoi. En tout cas, voilà, donc petit extrait de Corbière qui revient sur sa fameuse purge, avec un mélange de semi-honnêteté et de grande malhonnêteté. C'est assez marrant de revenir là-dessus. Mais voilà, c'était un petit truc que je voulais qu'on mette ensemble, parce que, ouais, intéressant quand même de voir un petit peu que deviennent-ils. Parce que, encore une fois, on parlait de Clémentine Autain, qui apparemment réfléchirait en off à revenir à soutenir la France insoumise, etc., etc. Moi, je suis assez curieux de Raquel Garrido qui est en mode oh là là, le meeting, il est 100% LFI, ils ont invité personne d'autre. Sous-entendu, pourquoi ils nous rappellent pas, quoi. Donc, ouais, j'étais curieux de voir un petit peu la version de Corbière de tout ça, mais Corbière, il a l'air de double down. Hein. Corbière, il a l'air de continuer de dire non, c'est pas possible. Voilà, quoi. Il est moins pire que Garrido, mais il est moins courageux que Garrido. Je pense que Garrido, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est son courage. Hein. Mais bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.